Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous célébrons le 62e anniversaire de la RDC. La République démocratique du Congo est un grand pays d'Afrique qui a connu dans son histoire des hommes et des femmes qui ont, malgré l'adversité et les obstacles, fait preuve de courage, du vrai patriotisme et des sacrifices pour les intérêts de leur pays, le nôtre. 70 ans après, qu'est devenu ce grand pays d'Afrique? Quel a été l'apport? Quel a été le support des jeunes dans la prise de l'indépendance de notre pays? Quelles ont été les valeurs et les capacités qu'avaient ces jeunes dans la prise de l'indépendance? Et que faut-il finalement à la jeunesse aujourd'hui? Ce sont là les questions que nous allons aborder à ce deuxième numéro du magazine des jeunes. Et pour l'occasion, nous avons invité pour vous un jeune très engagé et très actif à la vie de la communauté. C'est un jeune que certains connaissent et que d'autres vont certainement découvrir tout au long de cette émission. Je vais rapidement inviter l'intervenant du jour, Maître Michael, bonjour. Bonjour très chère Judith. Et bienvenue au magazine des jeunes. Je suis vraiment très contente, je dirais très heureuse de vous recevoir. C'est un honneur pour moi et un plaisir à la fois. Oui, mais est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. Ça va, ok, c'est bien. Alors, Maître Michael, aujourd'hui nous allons nous allons donner les éléments de réponse à ces questions que j'ai annoncées dans l'introduction. Mais avant que nous arrivions là, j'aimerais que vous vous présentiez. Qui est Maître Michael? Je réponds au nom de Michael Chilumba Maweja. Je suis, s'il faut commencer par les études, licencié en droit, avocat au barreau du Kassai oriental. Je suis coordonnateur de la Ligue pour la zone Afrique, une ligue qui défend les droits des enfants et élèves. Je suis également coordonnateur de la plateforme CID. J'ai commencé ici, maintenant j'évolue à Kinshasa. Et à part ça, je suis aussi impliqué dans plusieurs autres petits mouvements des jeunes et petites associations, ça et là. Ok, c'est très bien. Votre parcours est intéressant et ça va nous permettre d'avoir d'ailleurs des éléments, des réponses par rapport au sujet d'aujourd'hui. Maître Michael, mais vous avez oublié un détail. Vous n'êtes pas marié? Ah voilà, ça c'est ça c'est un détail qui relève... Parce que c'est très important. Voilà, s'il faut alors qu'on le souligne, c'est que je suis marié, effectivement. Ok. Je croyais que vous me direz que vous êtes très marié, comme le disent certaines personnes. En tout cas, c'est le cas de le dire. Je me sens très marié. Ah, ok. Alors, Maître Michael, aujourd'hui, nous célébrons le 62e anniversaire de notre pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos? Merci beaucoup, Judith, de la question. Je crois que cette célébration intervient dans un environnement ou dans un contexte assez spécial, ça il faut qu'on le souligne, où le pays est en train d'essuyer une agression injuste de la part d'un pays voisin qu'on a considéré comme partenaire dans beaucoup de choses, mais qui, avec l'évolution des choses, on a fini par comprendre que ce n'était qu'un hypocrite. Et finalement, sa vraie face a été dévoilée. Et heureusement que l'actuel leadership au niveau de la RDC a décidé de faire face. Et je crois que c'est la meilleure des résolutions qu'il fallait prendre parce que jouer à ces jeux de cache-cache-là n'a que trop duré. Alors, nous avons ici toutes nos pensées pour les populations de l'Est qui sont agitées, selon les bruits des armes qui crépitent dans tous les sens. En tout cas, nous célébrons cet anniversaire ou cette 62e célébration de l'indépendance de notre pays. En tout cas, avec une pensée profonde tournée vers nos concitoyens de l'Est. Et aussi voilà. En deuil, parce qu'il y a nos frères qui sont en train de mourir. Voilà, c'est pratiquement ça le contexte. Nous sommes en tout cas secoués de partout parce que non seulement qu'il y a des deuils, il y a des populations qui sont déplacées, il y a des gens qui se retrouvent sans abri. Des enfants c'est qui une ne vont situation, plus à voilà, c'est une situation en tout cas qui nous préoccupe au plus haut point. Nous rend tristes. Alors, nous allons revenir à notre sujet, à notre débat. J'ai une question par rapport d'ailleurs à ces jours. Ouais. Quelle a été la part selon vous? Quel a été le support des jeunes dans la prise de l'indépendance de ces pays?
En tout cas, je crois qu'il faille dire que la part de la jeunesse a été une part capitale, sinon déterminante, dans le processus des événements qui a conduit à la déclaration de l'indépendance de notre pays. Parce que lorsque vous examinez le profil de cette catégorie de jeunes ou de cette équipe-là qui est allée jusqu'à la table ronde, vous allez vous rendre compte que c'était des jeunes gens dont les plus âgés avoisinaient la trentaine, mais dont les plus jeunes aussi étaient dans la vingtaine. Donc c'est cette équipe-là, et dans leur majorité, qui a bousculé pour que les choses puissent aller dans le sens où elles ont abouti. Ce sens qui nous a conduit pratiquement à la déclaration, à la reconnaissance de la souveraineté nationale et internationale de notre pays. Donc, pour revenir à la part des jeunes, en tout cas, c'était une part déterminante. Oui, vous avez dit que les jeunes qui ont participé à la prise de l'indépendance, il y avait ceux qui avoisinaient la trentaine et la vingtaine. Alors, est-ce que vous pouvez évoquer quelques valeurs, quelques compétences qu'avaient ces jeunes? C'est des gens qui étaient caractérisés par plusieurs valeurs, mais je crois que par-dessus tout, il y en a une qui était plus marquante, c'est que c'était des patriotes, des vrais patriotes, parce qu'ils aimaient effectivement leur pays et ils ont eu à le démontrer sans broncher, parce que lorsqu'il a fallu réclamer que le pays puisse accéder à la souveraineté nationale et internationale, ils n'ont pas lésiné, ils se sont prononcés et se sont montrés déterminés jusqu'au bout. Voilà, alors, donc je crois au-delà du patriotisme, c'était des jeunes gens qui étaient ambitieux, c'était des jeunes gens déterminés, c'était également des jeunes gens courageux, parce que pour arriver à réaliser ou relever un tel défi, il fallait du courage. Donc, ce sont là les grandes valeurs qui ont caractérisé cette équipe des jeunes gens qui sont allés réclamer pour nous cette indépendance que nous célébrons aujourd'hui. Vous avez parlé de patriotisme, vous avez parlé de courage et de détermination. Alors moi, j'ai trois figures, je dirais. Bon, je crois que je vais parler de deux figures. Il y avait le président Joseph Kasavubu et les premiers ministres, les tout premier ministre, c'était Patrice Emery Lumumba. Ouais. Lorsque j'ai parcouru l'histoire, j'ai lu dans son histoire qu'il travaillait dans une entreprise minière. Et dans cette entreprise minière, il avait constaté que la majorité de nos matières premières faisaient la force de l'économie mondiale. Et aussi, les sociétés multinationales profitaient de cela pour s'enrichir. Et ces sociétés faisaient en sorte que les cadres congolais ne participent pas à la prise de décision vis-à-vis de ces richesses que nous possédons. Et là, il a pris son courage, bien qu'ils étaient minimes dans cette société, ils ont pris le courage de dénoncer cela. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui peuvent faire ça, qui peuvent agir comme il l'a fait? Donc, oui, ils peuvent agir pour l'intérêt général. Oui, je crois que si on ne peut pas le dire pour toute la jeunesse, on ne peut quand même pas s'empêcher de reconnaître qu'il y a encore des jeunes gens de notre époque qui sont consciencieux, comme vous. Je crois que je ne peux pas m'empêcher de reconnaître cela, parce que je crois que l'ambition, c'est la plus grande caractéristique qui puisse conduire les actions d'une jeunesse consciencieuse. Et à cette époque-là, vous savez, à côté, nous avons cité le patriotisme, nous avons cité la détermination, le courage, mais ils étaient aussi révolutionnaires. Et déjà, un jeune révolutionnaire, c'est celui qui n'admet pas ce qui est inadmissible. C'était le cas avec Patrice Emery Lumumba, qui, je crois même que les revendications, il les a commencées avant même d'aller au niveau de la compagnie minière à laquelle vous faites allusion, mais je crois qu'il est passé aussi par la presse. Il a travaillé un moment dans la presse et déjà à ce niveau-là, il était la voix la plus suivie en ce qui concernait les revendications pour ceux de son époque ou ses concitoyens. Alors je crois que il ne faut pas qu'on oublie aussi que c'était des jeunes gens révolutionnaires et patriotes. Merci Maître Michael. Mais j'ai une autre question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui,
l'environnement est favorable, il est propice pour permettre à nos jeunes de faire pareil que ceux de cette époque. Oui, je crois d'ailleurs que l'environnement actuel est plus favorable que celui d'autrefois. Parce que eux l'ont fait sous les brimades, sous la plus forte répression qu'il y avait. Souvenez-vous, nous sommes pendant la colonisation. Et certains même qui ont relayé leurs actions jusqu'après l'indépendance l'ont fait sous la dictature du président Mobutu. Alors, il faut quand même qu'on arrive à souligner qu'actuellement, le régime a changé, les temps ont changé également. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement très ouvert, un environnement qui reconnaît la liberté. Donc, il faut qu'on reconnaisse qu'aujourd'hui, l'environnement est très favorable aux jeunes d'aujourd'hui de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dénoncer de pouvoir dire non à un système qui ne promeut pas leurs valeurs ou leurs intérêts. Donc, je crois que il y a une très grande différence entre ce temps-là et le temps actuel. Mais ne pensez-vous pas que ces jeunes-là qui souvent dénoncent des faits les font parce qu'il y a une main noire derrière? Je crois que c'est là que le bas blesse. C'est là qu'il faut qu'on essaye de corriger les choses. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes estiment que pour revendiquer, il faut forcément avoir quelqu'un derrière au nom de qui on va exprimer un ras-le-bol ou exprimer une position quelconque. Cela ne relève que de l'inconscience parce que ça vient du fait que lorsqu'on n'a pas encore pris conscience de son rôle, de sa part, donc de ce qu'on est obligé en tant que citoyen à apporter dans le processus du changement, on attend, on est dans cette procrastination ou cet attentisme-là que les bonnes revendications ou ce qu'on a à dire, s'il faut qu'on se fasse entendre, il faut que le message nous vienne d'ailleurs ou il faut que ce qu'on a à défendre nous vienne d'ailleurs. C'est justement parce qu'on n'a pas encore pris conscience de notre état, on n'a pas encore pris conscience des préoccupations profondes qui devaient en principe guider le combat de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'il y a cette manipulation-là où il faut qu'on attende. Il faut qu'on attende. Comme on sait que la jeunesse, c'est une catégorie des citoyens la plus suivie parce que, étant celle qui regorge de la vigueur, on estime que pour faire passer une position, un point de vue, il faut utiliser la jeunesse. Alors que cela se fait jusque-là de manière abusive. Pourquoi? Parce qu'on se laisse faire parce qu'on n'a pas encore pris conscience de qui nous sommes. Je crois que lorsque il arrivera à cette jeunesse, à la jeunesse que nous sommes, de prendre conscience de ce que nous représentons pour le développement de ce pays, je crois que ces genres de choses-là ne pourront plus arriver parce que nous nous retrouverons nous-mêmes devant la scène et nous allons nous assumer sans problème. À propos, Maître Michael, là je comprendrais que les jeunes à cette époque les faisaient pour l'amour de leur patrie et aujourd'hui les jeunes les font par suivisme, parce qu'il y a une main derrière, parce qu'il y a un quelconque financement. Et effectivement, il faut quand même à un certain moment qu'on dise que la jeunesse d'aujourd'hui, à un moment donné, manque de conviction. On se laisse emporter par le cosmétique, par ce qui est superficiel. Alors que, en principe, lorsqu'on se met à défendre une position, on doit avoir la conviction, on doit croire dans ce qu'on est en train de défendre. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec la plus grande partie de la jeunesse d'aujourd'hui parce que elle se fait porte-parole, mais d'une catégorie. Par moment, ce sont des vieux mais qui passent par la jeunesse pour faire passer ce qu'ils veulent dire ou ce qu'ils entendent exprimer. Maître Michael, aujourd'hui, les jeunes se plaignent. Qu'ils n'ont pas des places dans la prise des décisions au niveau national, au niveau provincial. Alors que si on revient en arrière, je peux dire la majorité des présidents que nous avons et qui ont dirigé furent jeunes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos par rapport à ces plaintes que les jeunes ont aujourd'hui? Oui, je crois que ces plaintes-là, chère Judith, relèvent du manque de conscience, comme je le dis, parce que si il nous faut un simple sursaut d'orgueil, il nous faut juste une petite prise de conscience pour comprendre que cette place-là qu'on revendique, on n'a pas à la commander, mais nous avons à l'exiger parce qu'elle nous revient de droit. Alors, pour arriver
à exprimer cette sorte d'idéologie, il faut commencer par la prise de conscience. Prendre conscience de son rôle, prendre conscience de ce que l'État peut attendre de nous en tant que citoyens. Surtout, se rappeler que ceux qui nous ont amenés où nous sommes aujourd'hui, nous fêtons aujourd'hui 62 ans après l'indépendance, on devait se rappeler que ceux-là n'avaient pas plus que ce que nous avons aujourd'hui, parce que actuellement nous avons la possibilité de regorger autant de titres. Vous pouvez trouver, c'est très facile aujourd'hui de rencontrer un licencié en ceci ou en cela. Alors qu'à cette époque-là, c'était très difficile de trouver un licencié en droit. Je crois que c'était un très haut niveau d'érudition à cette époque-là. Et ceux qui nous ont amenés où nous sommes aujourd'hui, c'était des simples autodidactes. Il fallait 3 ans après, 3 ans post-primaire, 5 ans, mais ils étaient au centre de l'action. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que si eux ne s'engageaient pas, et personne d'autre n'allait le faire. C'est-à-dire que le même système de brimade, le même système de rétorsion qu'ils étaient en train de subir allait évoluer et continuer pour des années et des années. Alors, Maître Michael, vous avez fait un point sur un élément très essentiel, c'est la conscience. Jeunes, soyons conscients de ce que nous voulons, de ce que nous voulons devenir. Maître Michael, 70 ans, aujourd'hui nous avons 70 ans. Croyez-vous que l'avenir de ces pays dépend des leçons qu'auront tirées les jeunes? Effectivement, on dit que pour bien évoluer, il faut regarder d'où l'on est venu. Je crois que c'est très important que les jeunes comprennent que le futur de ces pays dépend de ce qu'ils auront décidé aujourd'hui. Et cela exige que chacun de nous, en tant que jeunes, soit premièrement exigeant par rapport à lui-même, avant d'être exigeant par rapport à l'État. Donc il faut qu'on arrive à souligner la mesure ou ressortir la mesure de notre propre responsabilité dans ce qui est en train d'arriver ou de nous arriver, avant de pouvoir exiger quoi que ce soit à l'État. Maître Michael, pour finir, quel est le message que vous pouvez passer à la jeunesse, les conseils que vous pouvez donner à la jeunesse? Le message ou le conseil que je peux passer à la jeunesse, le message que je peux passer à nous jeunes, c'est qu'il est temps. 62 ans après, 62 ans c'est trop. C'est trop. Parce que lorsque vous pouvez vous retrouver en face de quelqu'un de 62 ans, c'est une personne qui a eu un parcours, qui a appris de ses erreurs et qui a développé une expérience et de la sagesse. Je crois que 62 ans, ça suffit pour que la jeunesse d'aujourd'hui arrive à comprendre que les 10 prochaines années ou les 15, les 20 prochaines années, c'est à elle de pouvoir déterminer comment nous allons vivre ces années-là. C'est pour ça que je dis que la prise de conscience, c'est quelque chose de très important. La prise de conscience de ce que nous avons comme rôle à jouer dans le changement, dans le processus du développement de notre pays. C'est comme ça que je suis arrivé à conclure que pour y arriver, il nous faut être exigeants envers nous-mêmes en tant que citoyens de ce pays avant d'être exigeants envers l'État lui-même. Parce que l'État ne nous rendra que ce que nous lui aurons rendu lorsque il nous faudra parler de nos obligations. C'est ainsi que j'appelle la jeunesse à quitter, à sortir du milieu de tout ce qui est cosmétique, de tout ce qui est provisoire, de tout ce qui est loisir, de tout ce qui est distraction, et à travailler sur elle-même, de manière à ce que lorsque demain ou après-demain, on aura besoin d'un capital humain compétent, compétitif, que l'on puisse effectivement compter sur la jeunesse. Qu'on ne soit pas une jeunesse qui ne dégage de la vigueur que sur le plan physique. Nous devons être une jeunesse effectivement qui dégage de la vigueur sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan mental, sur le plan social. Nous devons nous distinguer par tout ce que nous faisons pour que cela puisse en retour demander ou exiger aux décideurs de nous approcher ou carrément de comprendre que nous avons notre place dans le processus du développement de ce pays. Et je crois que c'est la meilleure façon de pouvoir intégrer l'arène des décideurs. Merci, Maître Michael. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Cette émission a porté sur une thématique très importante, interrogée hier pour mieux construire aujourd'hui. Et nous avons eu l'occasion de recevoir sur ces plateaux Maître Michael,
qui est assistant à l'université officielle de Mbuji-Mayi, avocat au barreau du Kasaï oriental et coordonnateur de la structure CID. Nous allons très bientôt nous revoir pour un prochain rendez-vous. À très bientôt et merci.